Bonsoir et bienvenue sur Crime pour les somnambules. Ce soir, un feu crépite dans une chambre étroite. Une femme berce un enfant, doucement, trop doucement. Dehors, les cloches de Copenhague sonnent l'heure du pardon. Et dans l'ombre, la ville abrite un secret que même Dieu a préféré ignorer. Au début du XXe siècle, dans une Europe encore marquée par la guerre et la pauvreté, une nourrice danoise du nom de Dagmar Overby gagne la confiance des mères en détresse. Elle lui confie leur bébé, croyant offrir une chance de survie. Mais derrière la douceur des berceuses, c'est la mort qui veille. Entre 1913 et 1920, Dagmar transforme son appartement en crématorium secret. Le feu, les cendres, les pleurs étouffés, tout disparaît dans le silence d'une routine méthodique. Personne ne voit rien. Personne ne veut voir. Jusqu'au jour où une mère revient trop tôt. Ferme les yeux. Laisse la flamme vaciller, le crépitement envelopper. Et écoute l'histoire de Dagmar Overby. La nourrice du feu, celle qui voulait éteindre le monde un berceau à la fois. Bienvenue pour un voyage au cœur des ténèbres. Copenhague, 1913. Sous la pluie fine, les pavés reflètent une lumière de plomb. Les cloches sonnent l'heure de midi. Au-dessus des toits noirs. Dans les rues, les femmes pressent le pas, serrant contre elles leurs manteaux élimés, leurs secrets, leurs enfants. La ville respire lentement, entre pauvreté et ferveur. Tout semble en ordre. Tout semble calme. Dans un immeuble étroit de Vesterbro, une porte s'ouvre sur une odeur de linge propre. Et de cendres. Dagmar Overby Villa. Au premier étage, dans un petit appartement, qu'elle tient comme une chapelle. Le sol est propre. Les rideaux tirés. Les chaises parfaitement alignées. Dans un coin, un berceau blanc. Juste à côté, un petit poêle noir, dont la flamme ne s'éteint jamais vraiment. Les voisines la saluent avec respect. Elles l'appellent la dame pieuse. Toujours polie. Toujours en noir. Un chapelet glissé dans la poche. Un sourire doux et discret. Elle parle peu, mais écoute longuement. Surtout les jeunes mères. Celles qui viennent en cachette, la nuit, les yeux gonflés, tenant dans leurs bras un bébé qu'elles ne peuvent pas garder. Des domestiques tombés enceintes. Des épouses trompées. Des filles trop pauvres pour nourrir un enfant de plus. Dagmar ouvre sa porte. Les fait entrer. Leur offre du thé. Elle ne juge pas. Jamais. C'est ce qui rassure. Sa voix est basse. Sa présence tranquille. On se sent en sécurité, là. Dans cette chaleur d'hiver. Loin du regard du monde. Laissez-le-moi, dit-elle souvent. Il ne manquera de rien. Vous pourrez penser à lui comme à une étoile. Il brille ailleurs. Les femmes pleurent. Déposent l'enfant. Signent un papier. Qu'elles ne lisent pas vraiment. 200 couronnes. L'équivalent d'une année de salaire. Pour une domestique. Puis elles repartent. Allégées. Coupables, parfois. Mais soulagées. Elle croit à sa bonté. Parce que la misère a besoin de croire à quelqu'un. Dans la rue, la pluie recommence. La ville cache sa honte. Sous les parapluies. Et Dagmar ferme la porte. Doucement. Toujours avec la même lenteur. Le silence s'installe aussitôt. Ce silence dense, épais, presque religieux. Un feu crépite dans le poêle. La flamme danse sur les murs. Elle s'assoit, observe le berceau, écoute la respiration de l'enfant. Un sourire lui échappe. Un sourire paisible, presque tendre. La journée passe. Dans un calme immuable. On entend au loin les cloches, les sabots des chevaux, le cri d'un marchand ambulant. Mais ici, le temps ne bouge pas. Dagmar tricote, prépare un biberon, récite une prière. Elle parle seule, parfois. Des phrases qu'elle adresse à personne, ou à Dieu, ou à elle-même. Ils dorment mieux, quand ils ne sentent plus la peur. Le soir venu, la lumière baisse. Les mères qui passent dans la rue lèvent les yeux vers sa fenêtre. Elle voit l'ombre d'une femme, penchée sur un berceau, un feu qui brille derrière elle. Et elles se disent que leurs enfants sont bien, chauffés, aimés, bénis. C'est plus facile ainsi.
Dans la cheminée, le feu ne faiblit pas. La flamme veille pendant la nuit. Un souffle, un craquement, une braise rougeoyante. Dagmar ne dort presque jamais. Elle s'assoit près du poêle, les mains croisées, les yeux ouverts. Il y a, dans cette veille, une paix étrange, celle d'une femme qui croit accomplir un devoir, et qui ne sent plus la différence entre la foi et la faute. Au matin, le quartier s'éveille, et la vie continue. La voisine d'en bas prépare son café. Un facteur monte les escaliers, dépose une lettre. Personne ne remarque la fumée légère qui s'échappe de la cheminée, ni l'odeur d'huile brûlée, si fine qu'on la confond avec l'encens. Dagmar ouvre la fenêtre, laisse entrer le vent froid. Son regard glisse sur les toits, sur la ville, sur le fleuve au loin. Tout lui paraît à sa place. Les prières, les péchés, la misère, la vie, tout est calme. Dans la pièce, le feu murmure encore. Et dans le berceau, le silence. Danemark, 1887. Un printemps froid. Dans le village de Wetzley, près d'Aarhus, les champs s'étirent sous un ciel gris. Les fermes se tiennent serrées, comme pour se protéger du vent. Le 23 avril, dans une maison de bois, au mur rongé par l'humidité, une enfant naît. Dagmar Johanna Mali. Un prénom sec. Un appel sans tendresse. Son père, Sren Julius August Overby, travaille la terre. Sa mère, Anne-Marie Pétrine, porte déjà le poids de trop d'enfants, de trop peu d'argent. Dagmar est l'une des nombreux. Pas la première, pas la dernière, juste une de plus, dans une maison où la survie n'a rien de noble. Les années passent, dans la grisaille. Dagmar observe. Elle comprend vite que dans ce monde, il vaut mieux ne pas avoir besoin d'être aimée. Elle apprend à se taire, à disparaître, à ne rien attendre. Vers 1896, quand Dagmar a 9 ans, la famille déménage à Aarhus. La ville promet du travail, de meilleures opportunités. Mais la pauvreté les suit. Comme une ombre, les Overby vivent entassés, dans un appartement étroit, où l'air sent le moisi, et la résignation. Dagmar va à l'école, mais pas longtemps. Elle n'aime pas étudier. Elle préfère voler. Des petites choses d'abord. Un morceau de pain. Une pièce oubliée sur une table. Puis des choses plus grandes. À 12 ans, elle est attrapée en train de voler le porte-monnaie d'un voisin. Ses parents, honteux, la punissent. Puis décident de s'en débarrasser. Elle est envoyée travailler comme domestique chez une famille de fermiers. Sur l'île de Funan, Farmer Henrik Asjar est un homme dur. Pour $10 par mois, Dagmar doit nettoyer la maison, laver les vêtements, cuisiner, traire les vaches. Elle travaille du matin jusqu'à la nuit. Personne ne lui demande si elle est fatiguée. Personne ne la remercie. Elle a 12 ans. Elle pourrait encore être une enfant. Mais dans cette maison, elle devient une machine. Un corps qui travaille, qui obéit, qui ne se plaint jamais. Les années passent. Dagmar change de maison, de famille, de maître. Toujours le même travail. Toujours la même solitude. Elle devient une jeune femme. Au visage fermé, aux mains abîmées, au cœur vide. Elle observe les autres domestiques. Celles qui tombent enceintes. Les maîtres les chassent. Les familles les rejettent. La société les condamne. Dagmar voit leur honte, leur désespoir, leur solitude. Et elle apprend que les femmes ne sont jamais vraiment protégées. Parfois, elle s'arrête devant une église. Entre, s'assoit dans un banc, les mains jointes. Mais elle ne prie pas. Elle écoute le prêtre parler de pardon, d'amour, de lumière. Et plus il parle, plus elle se sent étrangère. Dieu, pour elle, n'a jamais rien donné. Alors elle décide de ne rien lui devoir. Un jour, dans une des maisons où elle travaille, un bébé pleure. Dagmar le prend dans ses bras, machinalement. Le petit se calme, sa chaleur contre la sienne.
C'est une sensation nouvelle. Étrange. Presque douloureuse. Elle le repose aussitôt. Ses mains tremblent. Ce contact a réveillé quelque chose qu'elle croyait mort. Et ça lui fait peur. Cette peur-là. Elle ne l'oubliera jamais. Celle d'aimer, même un instant. Dans les années qui suivent, Dagmar continue sa vie de domestique. Elle rencontre un homme. Anton Peter Nielsen. Ils se marient. Elle tombe enceinte. Perd le bébé. Encore. Plusieurs fausses couches. Puis un enfant naît. Une fille. Dagmar la regarde. Et ne ressent rien. Pas de joie. Pas d'amour. Juste du vide. La petite meurt. Dans des circonstances suspectes. Personne ne pose de questions. Les bébés meurent souvent. En ce temps-là. 1814. La guerre éclate. Anton part. Ou reste. Peu importe. Dagmar décide de partir. Elle quitte son mari. Quitte la campagne. Quitte cette vie. Qui ne lui a jamais rien offert. En 1915. Elle arrive à Copenhague. Une femme de 28 ans. Seule. Sans argent. Sans attache. Elle trouve un travail. Dans un hospice. Comme soignante. Elle s'occupe des malades. Des mourants. Elle apprend à laver les corps. À fermer les yeux des morts. À ne rien ressentir. Et c'est là, dans cet hospice, qu'elle comprend qu'elle a un talent. Celui de ne jamais montrer ce qu'elle pense. Celui de sourire quand elle ne ressent rien. Celui de rassurer alors qu'elle ment. En 1916, Dagmar ouvre son agence. Une agence d'adoption, dit-elle. Un service pour les mères en détresse, explique-t-elle. Un espoir pour les enfants sans famille, promet-elle. Mais dans son appartement de Vesterbro, le poêle brûle déjà. Copenhague, 1916. La ville grandit, les usines fument, les églises se remplissent. Les cris des enfants se mêlent à ceux des machines. Dans les ruelles, les femmes marchent la tête basse, les bras chargés de courses, de secrets, de honte. La guerre fait rage en Europe. Les hommes partent. Les lettres reviennent. Parfois, les femmes restent seules. Avec des bouches à nourrir, des loyers à payer, des ventres qui s'arrondissent. Quand ils ne devraient pas. Dans ce chaos, Dagmar Overby trouve sa place. Elle a déménagé plusieurs fois. D'abord Nrebro, puis Vesterbro. Un quartier pauvre, où personne ne pose trop de questions. Angavej 21. Premier étage. Un appartement modeste, mais propre. Toujours propre. Elle place une petite annonce. Dans les journaux locaux. Simple. Discrète. Femme sérieuse cherche à aider. Mère en difficulté. Placement d'enfants en familles aimantes. Discrétion assurée. Les réponses arrivent. Lentement d'abord. Puis de plus en plus. La première mère frappe à sa porte. Un soir de février. Une jeune fille. 17 ans peut-être. Le ventre encore rond. Sous le manteau. Elle tient un bébé. Contre elle. Emmailloté dans un châle usé. Je ne peux pas le garder. Sa voix tremble. Mes parents, ils ne savent pas. Si on l'apprend, je perds tout. Dagmar ouvre grand la porte. Entre, ma petite. Tu es en sécurité ici. Elle prépare du thé. Installe la jeune fille. Près du poêle. Le feu crépite doucement. Comment s'appelle-t-il? Je ne lui ai pas donné de nom. Dagmar hoche la tête. Compréhensive. C'est mieux ainsi. Plus facile de laisser partir. Elle explique son système. Elle connaît des familles. Des bonnes familles. Chrétiennes. Aisées. Elle cherche des enfants à adopter. Des bébés en bonne santé. Je garde l'enfant une semaine. Peut-être 2. Le temps de trouver la famille parfaite. La jeune fille écoute, les yeux pleins d'espoir. Il sera bien traité? Comme un prince. Il aura à manger? Des vêtements? Il ira à l'école? Tout cela, et plus encore. Dagmar sort un papier. Un contrat simple. Quelques lignes. Tu signes ici. C'est pour protéger tout le monde. Toi, l'enfant,
La famille d'accueil. La jeune fille ne lit pas vraiment. Elle signe. Les frais sont de 200 couronnes. La fille pâlit. C'est beaucoup. C'est le prix d'une vie meilleure. Pour ton enfant. La jeune fille sort une bourse. Compte les pièces. Toutes ses économies. Une année de salaire. Elle les pose sur la table. Dagmar prend le bébé. Dans ses bras. Ne t'inquiète pas. Il sera heureux. La jeune fille se lève. Hésite. Regarde une dernière fois. Le petit visage endormi. Puis elle part. Vite. Avant de changer d'avis. La porte se referme. Le silence retombe. Dagmar regarde le bébé. 3 semaines. Un garçon. En bonne santé. Elle le dépose dans le berceau. S'assoit. Attend. Le bébé dort paisiblement. Dagmar tricote. Le regard vide. Les heures passent. La nuit tombe. Le feu brûle dans le poêle. Au petit matin, le berceau est vide. Le poêle est chaud. Une fumée légère s'échappe de la cheminée. Dagmar ouvre la fenêtre, laisse le vent emporter l'odeur. Elle range le châle, lave le berceau, nettoie le sol. Tout doit être propre, toujours propre. Quand la voisine frappe, quelques heures plus tard, pour emprunter du sel, elle ne remarque rien. Tout va bien, Madame Overby? Très bien, merci. L'enfant a été placé hier soir. Une famille merveilleuse. Ah, que Dieu vous bénisse. Pour ce que vous faites. Dagmar sourit. Les semaines passent. D'autres mères viennent. Une domestique. Enceinte de son maître. Une veuve. Qui ne peut nourrir. Son 5e enfant. Une jeune ouvrière. Violée dans une ruelle. Tout apporte un bébé. Toutes paient 200 couronnes. Toutes repartent soulagées. Dagmar perfectionne sa méthode. Le sourire. La voix douce. Le thé chaud. Les promesses. Famille aimante. Foyer chrétien. Avenir meilleur. Les mots glissent. Comme du miel. Et les mères y croient. Parce qu'elles ont besoin d'y croire. Dans le quartier, Dagmar devient une figure connue. La dame qui aide les mères. Celle qui trouve des familles. Une sainte, vraiment. Les voisines la saluent. Avec respect. Le prêtre la félicite. Après la messe, personne ne pose de questions. Sur les berceaux, toujours vides. Le poêle, lui, ne refroidit jamais vraiment. Il brûle jour et nuit. Dagmar y jette du bois, du charbon, d'autres choses aussi. Des choses qu'on ne nomme pas. La fumée monte. Dans le ciel de Copenhague. Se mêle à celle des usines, des cheminées, de toutes les autres misères. Qu'on préfère ne pas voir. La nuit est tombée depuis longtemps sur Copenhague. Un froid humide s'infiltre par les fenêtres, mord le bois, fige les pensées. Dans l'appartement de Dagmar, tout est silencieux sauf le crépitement du feu. Le bébé dort dans le berceau. Un garçon. 3 semaines. Cheveux noirs. Joues rondes. Il respire doucement, paisiblement, ne sachant pas qu'il ne verra jamais le matin. Dagmar est assise, près du poêle, les mains posées sur les genoux, le regard fixe. Elle ne pense à rien. Ou plutôt, elle pense à tout, et à rien en même temps. À l'argent dans le tiroir, aux 200 couronnes, à la prochaine annonce à placer. Mais pas au bébé. Jamais au bébé. Elle se lève, s'approche du berceau, le regarde un long moment. Le petit dort, la bouche entr'ouverte, les petits poings serrés. Dagmar ne ressent rien. Ni tendresse, ni pitié, ni remords. Juste ce vide, qu'elle connaît depuis toujours. Elle tend les mains, les pose doucement, sur le petit visage. Ses doigts sont froids, mais fermes. Le bébé se réveille, bouge faiblement, cherche l'air. Dagmar appuie. Cela ne prend que quelques minutes. Peut-être 3. Peut-être 5. Le temps s'étire, lourd, épais. Puis le petit corps cesse de bouger. Dagmar retire ses mains. Reste immobile un instant. Écoute le silence. Rien. Pas de cri. Pas de témoin. Pas de culpabilité. Juste le silence.
Et le feu qui crépite. Elle soulève le bébé. Si léger. Si fragile. Elle le porte jusqu'au poêle. Ouvre la porte de fonte. La chaleur lui mord le visage. Les flammes dansent. Rouge et affamée. Elle hésite. Une seconde. Peut-être deux. Non pas par remords. Mais par calcul. Est-ce que ça va marcher? Elle regarde le corps. Puis le feu. Puis elle décide. Les semaines passent. Comme des prières murmurées. Toujours les mêmes gestes. Toujours les mêmes silences. Le feu. Les bras. La berceuse. Tout devient rituel. Une mère arrive. Toujours le même profil. Jeune. Pauvre. Honteuse. Elle tient un bébé. Contre son cœur. Elle pleure. Dagmar ouvre la porte. Entre, ma petite. Elle prépare du thé. Pose les mêmes questions. Comment s'appelle-t-il? Quel âge a-t-il? Le père sait-il? Les réponses varient, mais le résultat est toujours le même. Je vais lui trouver une famille. Une bonne famille. Il ne manquera de rien. La mère signe le papier. Compte les pièces. 200 couronnes. Une fortune pour elle. Une transaction pour Dagmar. La mère part. La porte se referme. Le bébé reste. Dagmar le dépose dans le berceau. S'assoit. Attend. Parfois quelques heures. Parfois une journée entière. Elle ne se presse jamais. Quand vient le moment, elle se lève calmement. Les mains sur le petit visage. Ou un oreiller. Ou de l'eau dans une bassine. Chaque méthode dépend. De l'humeur. De la fatigue. Du temps disponible. L'étouffement est le plus simple. Silencieux. Rapide. Propre. La noyade laisse de l'eau à nettoyer. Mais parfois, c'est plus facile. Quand le bébé pleure trop. Un instant sous l'eau. Le silence revient. Puis vient le feu. Dagmar ouvre le poêle. La chaleur la frappe au visage. Elle place le petit corps. Sur les braises. Ajoute du bois. Du charbon. Ferme la porte. L'odeur. Elle s'y est habituée. Au début, elle ouvrait toutes les fenêtres. Brûlait de l'encens. Cuisinait des oignons. Pour masquer. Maintenant, elle se contente d'ouvrir une fenêtre. Le vent de Copenhague emporte le reste. Les heures passent. Dagmar tricote. Lit la Bible. Récite des prières. De temps en temps, elle ajoute du combustible. De temps en temps, elle remue les cendres. Au matin, il ne reste que des fragments. Des os calcinés. Des cendres grises. Elle les ramasse, les enveloppe dans du papier journal. Certains finissent dans le fleuve. D'autres enterrés dans un jardin public. D'autres encore, cachés dans le grenier, dans des boîtes en carton. Le berceau est lavé. Les vêtements pliés, rangés dans la malle. Sous le lit. Elle garde tout. Les petites chemises. Les bonnets. Les chaussons. Pas par sentimentalité. Mais par habitude. Les voisines ne remarquent rien. Elles voient Dagmar sortir parfois avec un bébé. Puis rentrer seule. Quelques heures plus tard. La famille est venue le chercher? Oui, des gens merveilleux. Très aisés. Le petit aura tout ce qu'il faut. Les voisines sourient. Hochent la tête. Louent son dévouement. Dagmar devient experte. Elle sait exactement combien de temps brûler un corps. Combien de bois ajouter. Quelle température maintenir. Elle sait quand ouvrir les fenêtres. Quand allumer de l'encens. Quand cuisiner quelque chose qui masque l'odeur. Elle développe un système. Les bébés arrivent le soir. Meurent la nuit. Brûlent avant l'aube. Le jour. L'appartement est propre. Calme. Respectable. Personne ne soupçonne rien. Les mois passent. Les années. 1917. 1918. 1919. Le nombre grimpe. 5. 10. 15. Dagmar ne compte pas vraiment. Ce ne sont pas des enfants pour elle. Ce sont des problèmes résolus. Des transactions accomplies. Parfois, une mère revient. Je veux voir mon enfant. Juste une fois. Pour savoir qu'il va bien. Dagmar reste calme.
Je comprends. Mais ce n'est pas possible. La famille a déménagé. Très loin. En province. Où exactement? Je ne me souviens plus. De l'adresse exacte. J'ai tellement de placements. La mère insiste. Dagmar reste vague. Finalement, la mère repart. Insatisfaite, mais impuissante. Dans le grenier, les boîtes s'accumulent. Des fragments d'os. Des cendres. Des preuves qu'elle n'a jamais détruites complètement. Peut-être par paresse. Peut-être par arrogance. Dagmar croit qu'elle ne sera jamais prise. Le poêle ne refroidit jamais vraiment. Il brûle jour et nuit, hiver comme été. Les voisines trouvent ça étrange. Vous avez toujours si froid, Madame Overby? Oui, je suis frileuse. Elle hausse les épaules. Retourne à leurs affaires. Dans la malle sous le lit, les vêtements de bébé s'entassent. 20 petites chemises. 30 bonnets. 40 paires de chaussons. Dagmar les compte parfois. Pas par remords. Juste pour savoir combien d'argent elle a gagné. 200 couronnes par enfant. 20 enfants. 4000 couronnes. Une fortune. Plus que ce qu'elle aurait jamais gagné. En travaillant honnêtement. Toute sa vie. Le quartier de Westerbro s'éveille lentement chaque matin, dans une odeur de charbon et de pluie. Les femmes ouvrent leurs fenêtres, secouent les draps, parlent d'une voix lasse à travers les cours intérieures. Elles se connaissent toutes. Ou croient se connaître. Madame Larsen, au 2e étage, a 6 enfants. Elle lave le linge. Pour gagner quelques couronnes. Ses mains sont rouges, abîmées par le savon. Madame Berg, au rez-de-chaussée, tient une petite épicerie. Elle vend du pain rassis, des pommes de terre, du sucre au pois. Elle connaît les secrets de tout le monde, qui ne peut plus payer, qui boit trop, qui bat sa femme. Et puis il y a Dagmar Overby, au 1er étage. La dame pieuse. Celle qui aide les mères. Celle qui place les enfants. Les voisines la respectent. Elle fait un travail de saint, dit Madame Larsen. C'est une femme bien, ajoute Madame Berg. Parfois, elle la voit sortir, avec un bébé dans les bras. Elle marche vite, la tête baissée, le petit emmailloté, contre sa poitrine. Quelques heures plus tard, elle rentre seule. La famille est venue le chercher? Demande Madame Larsen. Oui, des gens merveilleux, très aisés, de bonnes personnes. Les voisines hochent la tête, satisfaites. Mais parfois, elle se pose des questions. Elle en place beaucoup, quand même, dit Madame Berg un jour, en pesant des pommes de terre. C'est vrai, répond Madame Larsen. Mais c'est bien, non? Moins d'enfants dans la rue. Oui, c'est bien. Elle n'en parle plus. Il y a cette odeur, aussi. Pas tout le temps. Mais parfois, le soir surtout. Une odeur étrange. Âcre. Presque sucrée. Vous sentez ça? Demande Madame Larsen. En étendant son linge. Quoi donc? Cette odeur? Comme de la viande brûlée. Madame Berg renifle. C'est sûrement quelqu'un qui a laissé brûler son dîner. Oui, sans doute. Madame Jensen, qui habite juste en face de Dagmar, entend parfois des pleurs. La nuit. Des pleurs de bébé. Mais toujours brefs. Toujours étouffés. Elle se retourne dans son lit. Encore un enfant qui a des coliques? Pense-t-elle. Le lendemain, elle ne se souvient plus. Il y a aussi la cheminée. Elle fume tout le temps. Été comme hiver. Jour et nuit. Elle doit avoir toujours froid. Cette pauvre Madame Overby, dit Madame Berg. Ou alors elle cuisine beaucoup, suggère Madame Larsen. Peut-être qu'elle fait du pain. Pour les familles qui adoptent. Oui, c'est ça sûrement. Personne ne monte jamais. Chez Dagmar, elle n'invite personne. Quand les voisines frappent, elle entrouvre la porte, sourit poliment, mais ne laisse pas entrer. Je suis occupée, pardonnez-moi. Bien sûr, bien sûr. Elles redescendent, un peu vexées, mais pas vraiment surprises. C'est une femme discrète. C'est tout. Un jour, Madame Larsen croise Dagmar. Dans l'escalier. Elle porte une grande malle.
Sur l'épaule. Vous déménagez? Demande Madame Larsen. Non, non. Je range juste des affaires. Au grenier. Ah, je vois. La malle semble lourde. Dagmar transpire. Mais elle sourit. Le grenier commun est un endroit sombre, poussiéreux, où personne ne va jamais. Chaque locataire a un petit espace pour stocker des choses. Vieilles malles, meubles cassés, cartons oubliés. Dagmar y monte souvent. Toujours seule. Toujours discrète. Un jour, un enfant du quartier monte jouer au grenier. Il trouve une boîte en carton, l'ouvre, voit des cendres grises. C'est quoi? Demande-t-il à sa mère. Elle regarde, hausse les épaules. Des cendres de cheminée? Sans doute. Quelqu'un qui nettoie son poêle. L'enfant referme la boîte. Les mois passent. Les voisines continuent leur vie ordinaire. Elles lavent, cuisinent, élèvent leurs enfants. Elles se plaignent du froid, du prix du pain, des maris qui boivent. Et elles parlent de Madame Overby. Avec respect. C'est une sainte? Vraiment? Parfois, elle la voit à l'église. Toujours au même banc. Toujours en noir. Les mains jointes. La tête baissée. Elle prie longuement. Elle doit prier. Pour tous ces pauvres enfants, murmure Madame Berg. Quelle femme pieuse, ajoute Madame Larsen. Elles ne savent pas que Dagmar ne prie pas vraiment. Elle fait juste semblant. Un soir, Madame Jensen entend un bruit sourd au-dessus de sa tête, comme quelque chose de lourd qui tombe, puis plus rien. Elle attend, l'oreille tendue, silence. Elle se recouche. Je deviens folle, pense-t-elle. Les voisines ne voient rien, parce qu'elles ne veulent pas voir. Dans Vesterbro, on survit en se mêlant de ses propres affaires. On ne pose pas de questions. On ne fouille pas. On ne dénonce pas. Chacun a ses secrets. Chacun a ses hontes. Et puis, Dagmar est si respectable, si polie, si pieuse, si utile. Comment imaginer que derrière cette porte, dans cet appartement si propre, le mal habite? Parfois, la porte qu'on croyait close s'ouvre à nouveau. Une silhouette familière, un visage inquiet, un chapeau tiré bas. Elles reviennent. Les mères. La première, c'est en 1917. Une jeune fille qui avait confié son bébé 6 mois plus tôt. Elle frappe à la porte de Dagmar, le cœur battant. Madame Overby? Dagmar ouvre, surprise, mais garde son calme. Oui, c'est moi, ma reine. Vous vous souvenez? Mon petit garçon? Je l'avais laissé ici. Ah oui, bien sûr. Ma reine tortille ses mains. J'aimerais savoir. Comment il va? Juste savoir. Je n'arrête pas d'y penser. Dagmar sourit doucement. Il va très bien. La famille qu'il a adoptée est merveilleuse, très aisée. Il ne manque de rien. Mais, où habite-t-il? Je pourrais peut-être, de loin, juste le voir une fois? Dagmar secoue la tête. Ce n'est pas possible, ma petite. La famille vit loin. Très loin. En province. Où exactement? Dagmar hésite. Une seconde. Pas plus. Je ne me souviens plus de l'adresse exacte. J'ai tant de placements. Tout se mélange un peu. Mais vous devez bien avoir un registre? Des papiers? Bien sûr, bien sûr. Mais ils sont rangés au grenier. Et je n'ai pas le temps de chercher maintenant. Ma reine insiste. S'il vous plaît, juste le nom de la famille. Ou la ville. Dagmar devient plus ferme. Écoute, ma petite. Tu as fait un choix difficile. Le bon choix. Ton enfant a une vie meilleure. Il ne faut pas revenir en arrière. Mais tu dois penser à ton avenir. Pas au passé. Ma reine baisse la tête. Elle repart, le cœur lourd, insatisfaite, mais impuissante. Dagmar referme la porte. Respire lentement. Il faudra être plus prudente, pense-t-elle. Mais ce n'est pas la dernière. D'autres reviennent. Une domestique.
qui a économisé assez d'argent pour reprendre son enfant. Dagmar lui dit que c'est impossible. La famille l'aime trop. Ce serait cruel de le leur arracher maintenant. La domestique pleure, supplie, assiste. Dagmar reste de glace. C'est mieux ainsi. Une autre mère veut savoir si son bébé a été baptisé. Bien sûr. Ment Dagmar. Dans quelle église? Je ne me souviens plus. Mais la famille s'en est occupée. Sois tranquille. La mère hésite, mais finit par partir. Certaines mères deviennent suspicieuses. Elles comparent leurs histoires entre elles, dans les rues, dans les usines. Moi aussi. Elle m'a dit qu'elle avait oublié l'adresse. Bizarre, quand même. Tu crois qu'elle n'ose pas finir la phrase. Non, c'est impossible. C'est une femme bien pieuse. Tout le monde le dit. Une mère va jusqu'à la police. Mon enfant a disparu, dit-elle. Disparu comment? Demande l'agent. Je l'ai confié à une dame, Madame Overby, pour qu'elle lui trouve une famille. Mais maintenant elle ne se souvient plus. Où il est? L'agent la regarde, fatigué. Vous l'avez confié volontairement? Oui, mais... Alors ce n'est pas une disparition. C'est un placement. Si vous avez signé des papiers? Mais je veux le revoir. Madame, vous avez abandonné votre enfant. Vous ne pouvez pas changer d'avis. Comme ça. La mère repart, humiliée, impuissante. La police ne fait rien. Après tout, ce sont des mères célibataires, des domestiques, des filles perdues. Qui les croiraient? Contre une femme respectable, comme Dagmar Overby? Dagmar, elle, devient plus prudente. Elle change parfois d'adresse. D'abord Nrebro, puis Vesterbro, puis encore ailleurs. Elle ne reste jamais, trop longtemps, au même endroit. Quand les questions deviennent trop insistantes, elle déménage. Elle perfectionne aussi ses mensonges. Elle invente des noms de famille, des villes lointaines, des détails crédibles. La famille s'appelle Andersen. Ils vivent à Odense. Le père est commerçant, très riche. Ton enfant a même une nurse. Les mères veulent y croire. Alors elles y croient. Mais parfois, le doute persiste. Il y a cette mère, en 1919, qui revient 3 fois. La première fois, Dagmar lui dit que la famille a déménagé. La deuxième fois, elle dit qu'elle va se renseigner. La troisième fois, elle ferme la porte au nez. Je n'ai rien à vous dire. Partez. La mère reste sur le palier. Sonnez. Elle frappe encore. Dagmar n'ouvre pas. Finalement, elle redescend, en larmes. Les voisines la voient, et murmurent. Encore une qui regrette. Elles sont toutes pareilles. Les mères revenantes sont un problème, mais pas un danger. Pas encore. Elles n'ont aucune preuve, aucun pouvoir, aucun recours. La société les a déjà jugées, déjà condamnées. Leurs paroles ne valent rien. Dagmar le sait, et elle continue. Les bébés arrivent, les bébés meurent, les mères reviennent, les mères repartent. Le cycle se répète. Mais un jour, une mère ne repartira pas. Une mère qui refusera d'accepter le silence. Une mère qui ira jusqu'au bout. Ce jour-là, tout s'effondrera. L'hiver s'abat sur Copenhague. La neige recouvre les toits, étouffe les bruits, adoucit les angles du monde. Mais dans la petite rue de Vesterbro, une femme marche vite, sans regarder autour d'elle. Elle tient un journal contre sa poitrine. Un journal où elle a encerclé une petite annonce. Son nom est Caroline Agesan. 23 ans, ouvrière d'usine, célibataire. Elle vient d'accoucher. Il y a 3 semaines. Une petite fille. Sarah. Caroline n'a pas de mari. Le père, un contremaître de l'usine, a disparu dès qu'il a appris la grossesse. Ses parents, profondément chrétiens, ont honte. Tu as déshonoré la famille. Débrouille-toi. Caroline a essayé de garder le bébé. Vraiment.
Mais elle ne peut pas travailler à l'usine. Avec un nouveau-né. Elle ne peut pas payer une nourrice. Elle ne peut pas rentrer chez ses parents. Elle n'a nulle part où aller. Alors elle a placé une annonce. Recherche famille d'adoption. Pour petite fille de 3 semaines. De préférence foyer chrétien. Avec beaucoup de soins et de présence. Numéro de ticket 234. Et Dagmar Overby a répondu. 30 août 1920. Caroline monte les escaliers. D'Angavège 21. Premier étage. Elle frappe. La porte s'ouvre. Une femme d'âge mûr, vêtue de noir, au visage doux. Entrez, ma petite. L'appartement est propre. Modeste. Rassurant. Un berceau blanc. Près de la fenêtre. Un poêle qui brûle. Dans le coin. Une odeur de linge propre. Et de cendre. Caroline s'assoit. Serre Sarah contre elle. Merci de me recevoir. Dagmar prépare du thé. C'est normal. Je suis là pour aider. Elle pose les mêmes questions. Qu'elle pose toujours. Comment s'appelle-t-elle? Sarah. Quel âge? 3 semaines. Elle est en bonne santé? Oui. Dagmar explique son service. Je connais beaucoup de familles qui cherchent à adopter. De bonnes familles chrétiennes. Aisées. Je garde l'enfant. 1 semaine ou 2. Le temps de trouver la famille parfaite. Caroline écoute. Les yeux pleins d'espoir. Vous êtes sûr qu'elle sera bien traitée? Comme une princesse. Elle aura à manger? Des vêtements chauds? Tout cela, et plus encore. Et, je pourrais avoir des nouvelles? Dagmar hésite. C'est mieux de couper les liens. Ma petite. Pour toi comme pour elle. Caroline baisse la tête. Elle sait que Dagmar a raison. Elle sort une bourse. Combien? 200 couronnes. Caroline pâlit. C'est toutes ses économies. 1 an de salaire. Mais elle n'a pas le choix. Elle compte les pièces. Les pose sur la table. Dagmar prend Sarah dans ses bras. Le bébé dort paisiblement. Ne t'inquiète pas. Elle sera heureuse. Caroline se lève. Les larmes aux yeux. Elle embrasse une dernière fois le front de Sarah. Pardon, murmure-t-elle. Puis elle part. Vite. Avant de changer d'avis. Dans la rue, Caroline marche comme une automate. Elle pleure sans bruit. Autour d'elle, la ville continue de vivre. Les gens passent. Indifférents. Personne ne voit sa douleur. Elle rentre dans sa chambre minuscule. S'assoit sur le lit. Regarde le vide. Les heures passent. La nuit tombe. Caroline ne dort pas. Elle pense à Sarah. À son petit visage. À ses petites mains. Au matin, elle se réveille. Avec une certitude terrible. J'ai fait une erreur. Elle s'habille en hâte. Sort en courant. Elle retourne à Angavège 21. 31 août 1920. Le lendemain. Caroline frappe à la porte. Dagmar ouvre. Surprise. Vous? Je veux récupérer ma fille. Dagmar reste calme. Quoi? Je me suis trompé. Je ne peux pas. Je veux Sarah. Dagmar secoue la tête. Ce n'est pas possible. Comment ça, pas possible? Elle a déjà été placée. Déjà? Mais ça fait même pas un jour. La famille est venue hier soir. Ils l'ont emmenée. Caroline sent son cœur se serrer. Quelle famille? Où? Dagmar hésite. Cherche ses mots. Une famille très bien. Très aisée. Ils habitent? Eux? Je ne me souviens plus exactement. Comment ça, vous ne vous souvenez plus? J'ai tellement de placements. Mais vous devez bien avoir une adresse. Un nom. Dagmar devient agacée. Écoute, ma petite. C'est mieux ainsi. Ta fille aura une belle vie. Laisse tomber. Caroline recule. Sonnez. Vous mentez. Je ne mens pas. Où est ma fille? Je te l'ai dit. Je veux la voir. Dagmar ferme la porte. Je n'ai rien de plus à te dire. Caroline reste sur le palier. Elle frappe encore. Encore. Dagmar n'ouvre plus. Finalement, une voisine sort. Arrêtez ce vacarme. Caroline redescend. Les jambes tremblantes. Dans la rue, elle s'arrête.
Respire. Quelque chose ne va pas. Elle repense à la conversation. Aux hésitations de Dagmar. À son regard fuyant. Elle ment. Caroline retourne. Le lendemain. Et le surlendemain. 3 fois en tout. Chaque fois, Dagmar lui donne des excuses différentes. La famille vit à Odense. Non, à Aalborg. Ou peut-être en province. Les versions ne collent pas. Caroline prend une décision. Elle va à la police. Mon bébé a disparu, dit-elle à l'agent. Disparu comment? Je l'ai confié à une femme, Madame Overby, pour qu'elle trouve une famille adoptive. Mais maintenant elle ne peut pas me dire où est ma fille. L'agent prend des notes. Cette femme habite où? En Gavège 21. Premier étage. Et vous avez payé? Oui, 200 couronnes. L'agent lève les yeux. C'est beaucoup. C'est ce qu'elle demandait. Et vous avez des papiers? J'ai signé quelque chose? Oui. Bon. On va aller voir. Début septembre 1920. 2 policiers se présentent. À Angavège 21. Dagmar ouvre la porte. Calme. Oui? Madame Overby? Oui. Nous avons quelques questions. Une jeune femme, Caroline Agesan, dit avoir confié son bébé. Il y a quelques jours. C'est exact. Elle dit que vous ne pouvez pas lui dire où est l'enfant. Dagmar sourit. J'ai tellement de placements. Parfois je mélange un peu. Mais je vais vérifier mes papiers. Les policiers entrent. Regardent autour d'eux. L'appartement est impeccable. Le berceau est vide. Propre. Le poêle brûle doucement. Vous pouvez nous montrer vos registres? Bien sûr. Dagmar sort une boîte. Des papiers éparpillés. Des signatures. Des noms. Rien de très organisé. Les policiers fouillent un peu. Ils trouvent des vêtements de bébé. Dans une malle. Beaucoup de vêtements. Vous en avez beaucoup? Remarque l'un d'eux. Les familles me les laissent. Pour les autres placements. L'explication semble plausible. Puis un policier s'approche du poêle. Il ouvre la porte de fonte. Regarde à l'intérieur. Des cendres. Beaucoup de cendres. Et quelque chose de blanc. Il plonge la main. Retire un fragment. Un petit os. C'est quoi, ça? Dagmar blêmit. Une seconde. Pas plus. Je ne sais pas. Peut-être un os de poulet? Le policier regarde de plus près. Ça ne ressemble pas à un os de poulet. Il fouille encore. Trouve d'autres fragments. Un petit crâne. À moitié calciné. Le silence tombe. Lourd. Les 2 policiers se regardent. Madame Overby? Vous devez nous suivre. 12 septembre 1920. Dagmar Overby est arrêtée. Copenhague, septembre 1920. Le vent d'automne balaie les rues, soulève les feuilles mortes, fait claquer les volets. Mais ce matin-là, c'est une autre tempête qui s'annonce. Dagmar Overby est emmenée au commissariat de police, dans une voiture noire. Elle ne crie pas, ne pleure pas, ne proteste pas. Elle s'assoit sur le siège arrière, les mains posées sur les genoux, le regard vide. Dans la salle d'interrogatoire, 2 inspecteurs l'attendent. Une table en bois. 2 chaises. Une lampe qui éclaire mal. Asseyez-vous. Dagmar obéit. L'inspecteur principal pose les fragments d'os sur la table. Vous pouvez nous expliquer ça? Dagmar regarde les os. Puis les inspecteurs. Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. L'autre inspecteur se penche. Madame Overby? Ces os ont été trouvés. Dans votre poêle. Dans les cendres? Ce ne sont peut-être pas des os humains. Si. Ce sont des os de bébé. Silence. Dagmar ne dit rien. Elle fixe un point. Sur le mur. Derrière les inspecteurs. Caroline Agesan vous a confié sa fille. Il y a 2 semaines. Où est cet enfant? Je l'ai placé. Où? Dans une famille. Quelle famille? Dagmar hésite. Je ne me souviens plus. L'interrogatoire dure des heures. Les mêmes questions. Les mêmes réponses évasives. Combien d'enfants avez-vous placé? Beaucoup.
Combien? Je ne sais pas. Je ne compte pas. Où sont ces enfants maintenant? Dans des familles. Quelle famille? Je ne me souviens pas. De tous les noms. Les inspecteurs changent de tactique. Nous avons fouillé votre grenier. Dagmar relève la tête. Pour la première fois, une lueur d'inquiétude dans les yeux. Nous avons trouvé des boîtes pleines de cendres et d'os. Silence. Nous avons aussi trouvé une malle sous votre lit, des vêtements de bébé, des dizaines, tous différents. Les familles me les laissent. Vraiment? Oui. Et vous les gardez tous? Oui. Pourquoi? Dagmar ne répond pas. L'inspecteur sort des photographies. 20 photographies. Des bébés, nus, photographiés post-mortem. Vous reconnaissez ces enfants? Dagmar regarde les photos. Une par une. Elle ne dit rien. Ces photos ont été trouvées. Chez vous. Dans un tiroir fermé à clé. Dagmar ferme les yeux. Les inspecteurs attendent. Le silence s'étire. Puis, d'une voix presque inaudible. Oui. Oui quoi? Ce sont des enfants. Que j'ai eu en garde. Et qu'avez-vous fait? De ces enfants? Silence. Madame Overby? Nous pensons que vous avez tué ces bébés. Que vous les avez étranglés? Noyés? Ou brûlés? Dagmar ouvre les yeux. Dites la vérité. Elle hésite. Longtemps. Puis, 16. Quoi, 16? 16 enfants. Le silence qui suit est assourdissant. Les deux inspecteurs se regardent, incrédules. Vous avouez avoir tué 16 bébés? Dagmar hoche la tête. Lentement. Pourquoi? Elle ne répond pas. Pourquoi avez-vous fait ça? Toujours le silence. L'argent? Pas de réponse. Vous gardiez l'argent que les mères vous donnaient? Dagmar fixe ses mains. Oui. Les inspecteurs prennent des notes. Frénétiquement. Comment les avez-vous tués? Différemment. Comment? Parfois, j'étouffais. Parfois je noyais. Parfois quoi? Le feu. Les détails sortent. Lentement. Mécaniquement. Dagmar raconte. Sans émotion. Comme si elle parlait de tâches ménagères. Je mettais le bébé dans le poêle. J'ajoutais du bois. Je fermais la porte. J'attendais. Les inspecteurs sont pétrifiés. Ils ont vu beaucoup de choses dans leur carrière. Mais ça? Et vous ne ressentiez rien? Dagmar lève les yeux. Non. Rien du tout? Non. L'interrogatoire continue. Pendant des jours. Dagmar donne des détails. Des noms de mères. Des dates approximatives. Mais elle ne peut pas tout se rappeler. Trop d'enfants? Dit-elle simplement. Les inspecteurs retournent. À Angavège 21. Ils fouillent méthodiquement. Le grenier. La cave. L'appartement. Ils trouvent 25 vêtements de bébés différents, des fragments d'os dans plusieurs boîtes, des cendres suspectes. 20 photographies d'enfants morts. Des papiers signés par des mères. Des reçus de paiement. Ils interrogent les voisines. Vous avez remarqué quelque chose? Non, rien. C'était une femme bien. Très pieuse. L'odeur? Vous n'avez jamais senti une odeur étrange? Les voisines hésitent. Peut-être. Parfois. Mais on pensait que c'était quelqu'un qui brûlait son dîner. Les inspecteurs contactent les mères dont ils ont les noms. Beaucoup refusent de parler. Par honte. Par peur. Mais certaines viennent témoigner. Elle m'avait promis une bonne famille. Elle m'a dit que mon bébé serait heureux. Je suis revenu plusieurs fois. Elle ne voulait pas me dire où était mon enfant. L'enquête révèle l'ampleur du crime. Au moins 16 meurtres avoués. Probablement 25 ou plus. Après l'annonce de l'arrestation, 180 enfants sont signalés disparus de l'agence de Dagmar. Certains signalements sont probablement faux, des parents qui ont eux-mêmes fait disparaître leurs enfants et qui veulent couvrir leurs traces. Mais beaucoup sont réels. Les journaux s'emparent de l'affaire. La tueuse de bébés de Copenhague. L'horreur de Vesterbro. Elle brûlait les enfants dans son poêle.
Le Danemark est sous le choc. Dagmar reste en prison. Pendant des mois. En attendant le procès. Elle ne parle presque pas. Mange peu. Dort mal. Les gardiens disent qu'elle est comme une ombre. Là. Mais absente. Parfois, un psychiatre vient l'interroger. Vous regrettez? Non. Vous pensez à ses enfants? Non. Vous ne ressentez rien? Non. Le psychiatre écrit. Dans son rapport, patiente montre absence totale d'empathie, incapacité à ressentir, remords ou culpabilité, personnalité froide, calculatrice, probablement psychopathe. Les mois passent. L'enquête se referme. Les preuves s'accumulent. Le dossier est bouclé. Le procès peut commencer. Le tribunal est plein à craquer. Les bancs craquent sous le poids des corps serrés. Les journalistes griffonnent. Les murmures bruissent. Mais quand la première mère entre, le silence tombe. Elle s'appelle Maren Christensen. 22 ans. Domestique. Visage creusé par le chagrin. Elle s'avance vers la barre, les mains tremblantes. Le juge lui fait signe de s'asseoir. Madame Christensen, racontez-nous ce qui s'est passé. Maren prend une grande inspiration. C'était en 1917. J'avais 19 ans. Je travaillais chez une famille, à Frederiksberg. Le fils de la maison, et... Elle s'arrête. Les larmes coulent. Prenez votre temps. Il m'a violée. Plusieurs fois. Je suis tombée enceinte. Quand je l'ai dit à la maîtresse, elle m'a chassée. J'ai accouché seule, dans une chambre minuscule. Un garçon. Je l'ai appelé Peter. Je n'avais pas d'argent. Pas de travail. Ma famille m'avait renié. J'ai vu une annonce. Dans le journal. Placement d'enfants. En familles aimantes. Elle regarde Dagmar. C'était elle. Elle m'a accueilli. Elle était gentille. Elle m'a fait du thé. Elle m'a promis que Peter aurait une belle vie. Elle m'a dit qu'il serait adopté par une famille riche, qu'il aurait des vêtements chauds, à manger tous les jours, qu'il irait à l'école. J'ai payé 200 couronnes. Toutes mes économies. J'ai signé un papier. Et je suis parti. Maren se tait. Essuie ses larmes. Quelques semaines plus tard, je suis revenu. Je voulais juste savoir comment il allait. Elle m'a dit qu'il avait été placé. Mais elle ne se souvenait plus de l'adresse. J'ai insisté. Elle s'est fâchée. Elle m'a mise dehors. Je ne l'ai plus jamais revu. Mon Peter. Elle sanglote maintenant. Le corps secoué. Il avait 2 mois. Seulement 2 mois. Le juge attend qu'elle se calme. Merci, Madame Christensen. Maren se lève, jette un dernier regard à Dagmar. Pourquoi? Pourquoi vous avez fait ça? Dagmar ne répond pas. D'autres mères suivent. Anna, Sophie, Ingrid, Karen. Toutes racontent la même histoire. Anna avait 16 ans. Mon patron m'a mise enceinte. J'ai eu peur. Je ne savais pas quoi faire. Madame Overby semblait si compréhensive. Elle m'a dit que c'était la meilleure solution. J'ai cru que ma fille serait heureuse. Sophie avait 20 ans. Mon mari était mort à la guerre. J'avais déjà 3 enfants. Je ne pouvais pas nourrir un 4e. Je pensais lui donner une chance. Sa voix se brise. J'ai tué mon propre bébé en le confiant à cette femme. Ingrid avait 18 ans. Je travaillais dans une usine. 12 heures par jour. Je n'avais personne pour garder l'enfant. Madame Overby a dit qu'elle connaissait une famille parfaite. Je l'ai cru. Elle regarde les jurés. On voulait toutes croire qu'il y avait une solution. Karen avait 24 ans. Mon bébé était malade. Il pleurait tout le temps. Je ne dormais plus. J'étais à bout. Madame Overby m'a dit qu'elle connaissait des gens qui pourraient mieux s'occuper de lui. Des gens avec de l'argent. Des médecins. Elle baisse la tête. J'ai abandonné mon fils parce que j'étais fatigué. Les témoignages se succèdent. Chaque fois, les mêmes mots reviennent.
Elle était gentille. Elle m'a rassuré. Elle m'a promis. Et chaque fois, la même conclusion. Je ne l'ai plus jamais revue. Puis vient le tour de Caroline Agesan, celle qui a tout déclenché. Elle s'avance, pâle mais déterminée. J'ai placé une annonce, commence-t-elle. Je cherchais une famille pour adopter ma fille. Madame Overby a répondu. Elle semblait si sérieuse, si professionnelle. Elle m'a parlé de son réseau de familles adoptives. J'ai amené Sarah. Le 30 août 1920. Elle avait 3 semaines. Madame Overby l'a prise dans ses bras. Elle m'a dit qu'elle serait heureuse. Mais le lendemain, j'ai changé d'avis. Je suis revenu. Je voulais ma fille. Caroline regarde Dagmar avec une intensité brûlante. Elle m'a menti. Elle m'a dit que Sarah avait déjà été placée en une seule nuit. Impossible. J'ai insisté. Elle m'a donné des versions différentes. D'abord aux danses, puis à Alborg. Puis elle ne se souvenait plus. Je savais qu'elle mentait. Alors je suis allé à la police. Grâce à moi, ils ont fouillé son appartement. Ils ont trouvé, sa voix tremble, ils ont trouvé Sarah. Dans les cendres, elle fond en larmes. Ma petite fille, brûlée, comme un déchet. Le tribunal est silencieux. On entend seulement les sanglots de Caroline et le grattement des plumes des journalistes. Le juge attend, les mains croisées. Puis viennent les voisines. Madame Larsen, Madame Berg, Madame Jensen. Elles témoignent de ce qu'elles n'ont pas vu. Je ne me suis jamais douté, dit Madame Larsen. Elle semblait si pieuse. Toujours à l'église. Toujours polie. Parfois il y avait une odeur, mais je pensais que c'était quelqu'un qui brûlait son dîner. Madame Berg hoche la tête. Elle achetait beaucoup de charbon. Maintenant je comprends pourquoi. Elle brûlait tout le temps. Son poêle. Même en été. Madame Jensen, la voisine d'en face. J'entendais parfois des pleurs la nuit, mais il s'arrêtait vite. Très vite. Elle regarde Dagmar, horrifiée. Maintenant je sais pourquoi. Enfin, les policiers témoignent. L'inspecteur principal décrit la fouille. Nous avons trouvé des fragments d'os dans le poêle, des cendres suspectes dans des boîtes au grenier, une malle pleine de vêtements de bébé, des dizaines. Nous avons aussi trouvé 20 photographies des bébés morts, photographiés avant d'être brûlés. Un murmure d'horreur parcourt la salle. Pourquoi gardait-elle ces photos? L'inspecteur hausse les épaules. Nous ne savons pas. Elle refuse de le dire. Le dernier témoin est un médecin légiste. Il explique, avec des mots froids, cliniques, comment les corps ont été détruits. Os calcinés à haute température. Certains réduits en cendres. D'autres fragmentés. Il faut plusieurs heures pour brûler un corps de bébé. L'accusée savait exactement ce qu'elle faisait. Quand tous les témoins ont parlé, le juge se tourne vers Dagmar. Madame Overby, vous avez entendu tous ces témoignages. Avez-vous quelque chose à dire? Dagmar lève les yeux. Non. Rien du tout? Non. Le juge secoue la tête. Incrédule. Très bien. Les témoignages sont clos. Les mères ont parlé. Les voisines ont parlé. Les policiers ont parlé. Tous ont raconté l'horreur de Westerbro. Tous ont décrit comment Dagmar Overby a tué, brûlé, effacé. Et Dagmar, elle, n'a rien dit. Rien du tout. Le matin du 3e jour du procès, les kiosques débordent de journaux. Les titres se battent pour l'horreur la plus éloquente. Angle Majersken avoue 16 meurtres. La tueuse de bébés reste de glace. L'horreur de Westerbro, 25 enfants disparus. Le diable portait une robe noire. Dans les cafés, dans les usines, dans les tramways. On ne parle que de ça. Tu as lu? Elle les brûlait dans son poêle. Vivant? Parfois, on dirait. Un silence horrifié. Les journaux publient des comptes rendus quotidiens. Chaque témoignage.
Chaque détail, chaque larme, les lecteurs dévorent. Chaque mot, fasciné et révulsé. Berlingtiden titre. Une femme sans âme. L'article décrit le comportement de Dagmar au tribunal. Elle reste assise, impassible, pendant que les mères pleurent. Elle ne montre aucun remords, aucune émotion. On dirait qu'elle assiste au procès de quelqu'un d'autre. Politiquement publie une enquête approfondie. Ils ont interrogé les anciennes voisines, les anciens employeurs, les gens qui l'ont connue. Tous disent la même chose. Une femme discrète, polie, travailleuse. Personne n'aurait imaginé. Un journaliste écrit. Comment une femme peut-elle tuer des bébés et continuer à vivre normalement, à faire ses courses, à aller à l'église, à saluer ses voisines? Quel genre de monstre habite sous une apparence humaine? Les dessinateurs s'en donnent à cœur joie. Des caricatures de Dagmar paraissent dans tous les journaux. Elle est représentée avec des cornes de diable, des griffes, des flammes autour d'elle. Dans une caricature, elle tient un bébé d'une main et un sac d'argent de l'autre. Certains journaux vont plus loin. Ils publient les noms des mères, leur adresse, la rage, les circonstances de leur grossesse. Les mères, déjà brisées par le deuil, sont maintenant humiliées publiquement. Une d'elles, Maren Christensen, perd son travail. On ne peut pas garder quelqu'un comme vous, lui dit son employeur. Quelqu'un qui a abandonné son enfant à une tueuse. Maren quitte Copenhague. On ne la reverra jamais. Dans les rues, les gens s'attroupent devant le tribunal. Ils veulent voir Dagmar arriver et partir. Certains crient quand elle passe. Monstre, brûle en enfer, pendez-la. D'autres restent silencieux, juste pour la regarder. Un homme, père de famille, explique à un journaliste. Je voulais voir à quoi ressemble le mal. Je pensais qu'on verrait quelque chose dans ses yeux. Mais non, elle ressemble à tout le monde. Il frissonne. C'est ça le plus effrayant. Les femmes aussi viennent. Certaines avec leurs bébés. Elles serrent leurs enfants contre elles, comme pour les protéger d'une menace invisible. Comment peut-on faire ça à un bébé? Demande l'une d'elles. Comment? Personne n'a de réponse. Dans les églises, les prêtres prêchent sur le mal, sur le péché, sur la tentation du diable. Dagmar Overby est la preuve vivante que Satan marche parmi nous, déclare un pasteur. Elle a vendu son âme pour de l'argent. Les fidèles hochent la tête, effrayés. Mais certaines voix s'élèvent pour poser des questions plus difficiles. Un éditorial dans Social-Démocrate en demande. Pourquoi ces mères devaient-elles abandonner leurs enfants? Parce que la société les a rejetés. Parce qu'elles n'avaient aucun soutien. Dagmar Overby est un monstre, certes, mais elle n'aurait jamais pu exister sans une société qui abandonne ses mères célibataires. L'article fait scandale. Comment ose-t-on défendre cette tueuse? S'indigne un lecteur. Je ne la défends pas, répond l'auteur. Je dis juste qu'il faut regarder pourquoi cela a pu arriver. Des femmes écrivent aux journaux. Certaines avouent avoir elles aussi confié un enfant à quelqu'un. Par chance, ce n'était pas à Dagmar Overby. Mais j'aurais pu. J'étais désespéré, seul, sans ressources. Si quelqu'un m'avait proposé une solution, le débat s'enflamme. Certains veulent plus de sévérité envers les mères célibataires. C'est leur faute. Si elles tombent enceintes, elles devraient assumer. D'autres réclament plus de soutien social. Nous devons aider ces femmes, pas les condamner. Pendant ce temps, le procès continue. Chaque jour, de nouveaux détails horrifiants sont révélés. Les journaux les publient tous. Les lecteurs sont écœurés, mais continuent de lire. Un soir, après une journée particulièrement dure, un journaliste écrit «
J'ai couvert des guerres. J'ai vu des cadavres. J'ai entendu des histoires terribles. Mais rien ne m'a préparé à cette affaire. Ce n'est pas la violence qui m'horrifie. C'est le calme avec lequel cette femme a tué. Encore et encore. Pendant 7 ans. Les enfants aussi entendent parler de l'affaire. Dans les cours d'école, ils murmurent. Tu connais Angles-Majersken? La dame qui tue les bébés? Si tu n'es pas sage, elle viendra te chercher. Les mères grondent leurs enfants. Ne dis pas des choses pareilles. Mais la peur s'installe. Le 3 mars 1921, jour du verdict, des milliers de personnes se rassemblent devant le tribunal. Ils attendent, dans le froid, pendant des heures. Quand le verdict tombe, un cri monte de la foule. Mort. Elle est condamnée à mort. Certains applaudissent. D'autres pleurent. Tous sont soulagés. Les journaux du soir sortent des éditions spéciales. Dagmar Overby condamnée à mort. Justice est faite. La tueuse sera pendue. Les exemplaires se vendent en quelques heures. Mais dans les jours qui suivent, un nouveau débat émerge. Devons-nous vraiment exécuter une femme? Le Danemark est un pays civilisé. La peine de mort est-elle encore nécessaire? Des pétitions circulent. Certaines pour l'exécution. D'autres contre. Le peuple danois est divisé. D'un côté, ceux qui veulent justice. Elle a tué au moins 9 bébés. Probablement 25. Elle mérite de mourir. De l'autre, ceux qui doutent. Tuer une tueuse ne ramènera pas les enfants. La vie en prison est une punition suffisante. La presse a parlé. Le peuple a réagi. L'affaire Dagmar Overby a secoué le Danemark jusqu'à ses fondements. Elle a révélé les failles d'une société. Elle a exposé la misère cachée. Et elle a posé une question terrible. Combien d'autres Dagmar Overby existent encore, invisibles, dans l'ombre? Le 3 mars 1921, le tribunal de Copenhague déborde à nouveau. L'air est lourd, saturé d'attente. Des visages se pressent contre les vitres. Heure, dans le froid. À l'intérieur, le silence est total. Les jurés sont revenus. 7 hommes, 5 femmes. Ils ont délibéré. Pendant 2 heures. Leurs visages sont graves. Le juge frappe 3 coups. Le tribunal est en session. Dagmar entre, escortée par 2 gardiens. Elle porte toujours sa robe noire. Son visage est pâle, mais impassible. Elle s'assoit, sans regarder personne. Le président du jury se lève. Un homme d'âge mûr, aux cheveux gris, aux mains tremblantes. Il tient un papier. Le juge lui fait signe. Avez-vous rendu votre verdict? Oui, votre honneur. Le silence est assourdissant. On entend seulement le tic-tac de l'horloge murale. Le président du jury déplie le papier. Sa voix est ferme, mais grave. Sur le premier chef d'accusation, le meurtre de l'enfant Peter Christensen, nous déclarons l'accusé. Il marque une pause. Coupable. Un murmure parcourt la salle. Sur le deuxième chef d'accusation, le meurtre de l'enfant Anna Larsen, coupable. Sur le troisième chef, coupable. Un par un, les 9 chefs d'accusation sont énoncés. Et à chaque fois, le même mot résonne. Coupable. 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 Dagmar ne bouge pas. Elle fixe un point. Devant elle, les mains croisées. Sur les genoux. On dirait qu'elle n'entend pas. Ou qu'elle s'en fiche. Le président du jury se rassoit. Le juge se lève. Juge Henrik Larsen, 60 ans, le visage sévère. Il regarde Dagmar. Longuement. Dagmar Johan Amalie Overby, commence-t-il. Vous avez été reconnu coupable de 9 meurtres. Le jury a délibéré. En toute conscience. Les preuves sont accablantes. Les témoignages, déchirants. Ce que vous avez fait est au-delà de l'entendement humain. Il marque une pause. Vous avez tué des bébés. Des êtres sans défense. Qui vous faisaient confiance. Vous les avez tués.
de sang-froid, pour de l'argent. Vous les avez brûlés, dans votre poêle, comme des déchets. Le juge secoue la tête, incrédule. Pendant le procès, j'ai espéré voir un signe de remords, un instant d'humanité. Mais vous n'avez montré que du vide. Il inspire profondément. Cette cour doit protéger la société contre les monstres. Et vous, Madame Overby, vous êtes un monstre. Un murmure d'approbation parcourt la salle. Le juge ouvre un livre rouge. Le code pénal danois. Conformément à la loi, pour le crime de meurtre avec préméditation, multiplié par 9, cette cour vous condamne. Il lève les yeux. À la peine de mort. Par pendaison, la salle explose. Applaudissements. Cris de joie. Sanglots de soulagement. Le juge frappe son marteau. Silence. Silence dans la salle. Le bruit continue. Pendant plusieurs minutes. Avant de se calmer, Dagmar, elle, n'a pas bougé. Elle reste assise, droite, le regard vide. Comme si rien ne la concernait. Le juge continue. Vous êtes la première femme condamnée à mort au Danemark. Depuis 1861. 60 ans. Cette sentence reflète la gravité de vos crimes. Cependant, ajoute-t-il, la décision finale appartient à Sa Majesté le Roi. Lui seul peut confirmer ou commuer cette sentence. En attendant, vous serez détenu à la prison de l'Ouest. Il se tourne vers les gardiens. Emmenez-la. Les deux hommes soulèvent Dagmar par les bras. Elle se lève, docile, traverse la salle, sans un regard pour personne. Dehors, dans le couloir, une foule hostile l'attend. Pendez-la maintenant. Monstre, tueuse, des crachats atterrissent sur sa robe. Les gardiens la protègent, l'emmènent rapidement. Dans la rue, des milliers de personnes scandent. Justice, justice, mort à la tueuse. Les journalistes courent vers les téléphones. Les éditions spéciales sont déjà en préparation. À la prison de l'Ouest, Dagmar est conduite dans une cellule spéciale, celle des condamnés à mort. Plus petite, plus sombre, plus isolée. Elle s'assoit sur le lit de camp, regarde les murs gris. Un gardien reste devant la porte. En permanence, les condamnés à mort sont surveillés 24 heures sur 24 pour éviter les suicides. Les jours suivants, Dagmar reçoit la visite d'un prêtre, Pasteur Andersen, 50 ans, dévoué. Je suis venu pour votre salut spirituel, dit-il. Dagmar le regarde, sans expression. Je n'en veux pas. Le prêtre insiste. Il revient. Chaque jour, Dieu pardonne, même les pires péchés. Il faut juste demander pardon. Dagmar ne répond jamais. Un jour, il lui demande, pensez-vous à ses enfants? La nuit, voient-ils? Dagmar le fixe. Non. Vous ne pensez jamais à eux? Non. Le prêtre se signe, horrifié. Que Dieu ait pitié de vous. Pendant ce temps, le débat fait rage. Dans tout le pays, des pétitions circulent. Certaines demandent l'exécution immédiate. D'autres réclament la clémence. Nous sommes un pays civilisé, écrit un intellectuel. Nous devons montrer que nous sommes différents des monstres que nous jugeons. La prison à vie est une punition suffisante. Mais d'autres répondent, elle a tué au moins 9 bébés. Probablement 25. Peut-être plus. Comment peut-on parler de clémence? Le dossier remonte au roi Christian X. Il doit décider. Confirmer la peine de mort? Ou la commuer? Les semaines passent. Dagmar attend, dans sa cellule, sans montrer ni peur, ni espoir. Enfin, le 25 mai 1921, la décision tombe. Le roi Christian X, dans sa grande sagesse, a décidé de commuer la peine de mort en emprisonnement à perpétuité. Le communiqué royal explique
Dans un Danemark moderne et éclairé, nous ne condamnons pas nos femmes à mort. La justice doit être sévère, mais aussi humaine. Dagmar Overby passera le reste de ses jours en prison. La nouvelle divise. Certains crient au scandale. Elle mérite de mourir. D'autres applaudissent. Le Danemark a montré qu'il est civilisé. Dans sa cellule, Dagmar reçoit la nouvelle. Sans réaction. Vous ne serez pas pendu? Lui dit le gardien. Elle hoche la tête. D'accord. Rien de plus. 3 mars 1921. Dagmar Overby est condamnée à mort. 25 mai 1921. Sa peine est commuée. En prison à perpétuité. Elle a échappé à la corde. Mais pas au jugement de l'histoire. Son nom restera à jamais gravé comme celui du plus grand monstre du Danemark. La prison de l'Ouest, Copenhague. Murs gris, barreaux rouillés, couloirs qui sentent l'humidité et le désespoir. Dagmar Overby y entre. En mai 1921, à 34 ans. Elle n'en sortira jamais. Sa cellule est petite. 3 mètres sur 2. Un lit de camp. Une table. Une chaise. Un seau. Une fenêtre haute. Trop haute pour voir dehors. Juste assez. Pour laisser entrer. Un peu de lumière grise. Les premières semaines, Dagmar reste silencieuse. Elle s'assoit sur le lit, les mains croisées, le regard vide. Elle ne pleure pas, ne parle pas, ne demande rien. Les gardiennes disent qu'elle ressemble à une ombre. Là, mais absente. Les autres détenus connaissent son histoire. Tout le Danemark connaît son histoire. Dans la cour de promenade, quand Dagmar passe, les femmes s'écartent. Certaines crachent, tueuses de bébés. D'autres murmurent, des prières, comme pour se protéger d'une malédiction. Une femme, emprisonnée pour vol, crache à ses pieds. Tu ne mérites pas de vivre. Dagmar ne réagit pas. Elle continue de marcher, le regard droit devant elle. La routine s'installe. 6 heures, réveil. 7 heures, petit déjeuner. 8 heures, travail. Dagmar est assignée à la buanderie. Elle lave les draps, les uniformes, le linge de la prison. Ses mains plongent dans l'eau froide, frottent, tordent, étendent. Elle travaille en silence, ne parle à personne, ne lève jamais les yeux. Les autres détenus travaillent loin d'elle. Personne ne veut être près du monstre. Le dimanche, la messe. Toutes les détenues doivent y assister. Dagmar s'assoit au dernier rang, seule. Le prêtre, pasteur Andersen, est le même qui venait la voir avant la commutation. Il prêche sur le pardon. Dieu pardonne même les pires péchés, dit-il en regardant Dagmar. Il suffit de se repentir, de demander pardon. Dagmar ne lève pas les yeux. Après la messe, le prêtre vient la voir. Dans sa cellule. Vous avez écouté le sermon? Oui. Alors? Alors quoi? Êtes-vous prête à demander pardon? Dagmar le regarde. Pourquoi? Le prêtre soupire. Il revient chaque semaine. Pendant des mois. Pendant des années. Il apporte une Bible. Lit des passages. Parle de rédemption. Il n'est jamais trop tard, dit-il. Dagmar écoute, impassible. Elle ne dit jamais oui. Elle ne dit jamais non. Elle écoute, simplement. Un jour, le prêtre demande, « Pourquoi les avez-vous tués ?» Dagmar reste silencieuse. Longtemps. Puis, « Je ne sais pas. » Vous ne savez pas? Non. L'argent? Elle hausse les épaules. Peut-être. Vous ne ressentez vraiment rien? Non. Le prêtre ferme sa Bible. Vous êtes un mystère que je ne comprends pas, et que Dieu seul peut juger. Il ne revient plus. Les années passent. 1922, 1923, 1924. Dagmar vieillit. Ses cheveux grisonnent. Son visage se creuse. Son corps se voûte. Mais son regard reste le même. Vide. Elle ne reçoit jamais
de visite. Pas de famille. Pas d'amis. Son mari, Anton Peter Nielsen, ne vient jamais. Il a refait sa vie. Ailleurs, les détenus changent. Certaines sortent. D'autres arrivent. Mais Dagmar reste. Année après année. Toujours la même cellule. Toujours la même routine. Toujours la même solitude. Un jour, une nouvelle détenue arrive. Jeanne. 19 ans. Emprisonnée pour infanticide. Elle a tué son bébé nouveau-né. Par désespoir. Dans la cour, la jeune fille s'approche de Dagmar. « C'est vous ?» dit-elle doucement. Angle Majersken. Dagmar ne répond pas. « Comment vous faites ? Comment je fais quoi ? Pour vivre avec ça ?» Dagmar la regarde. Pour la première fois. On ne vit pas avec. On vit à côté. La jeune fille fronce les sourcils. « Je ne comprends pas. » « Tu comprendras. » Dagmar s'éloigne. Mais la jeune fille revient. Encore. Encore. Elle s'assoit près de Dagmar. Pendant les repas. Les autres détenus murmurent, horrifiés. Elle parle au monstre. « Pourquoi vous me parlez ?» demande Dagmar un jour. « Parce que personne d'autre ne me parle ?» répond la jeune fille. « Vous et moi, on est pareils. »« Non. » dit Dagmar. « Vous regrettez ?» La jeune fille baisse les yeux. C'est la conversation la plus longue que Dagmar ait eue depuis des années. Après ça, elle ne parle plus beaucoup. Mais parfois, elle s'assoit côte à côte. En silence. Deux âmes perdues. 1928. Dagmar tombe malade. Une toux persistante. De la fièvre. Des sueurs nocturnes. Le médecin de la prison diagnostique la tuberculose. Elle est transférée à l'infirmerie. Une pièce blanche, avec 4 lits. Dagmar occupe celui près de la fenêtre. Elle regarde dehors, pour la première fois. Depuis des années. Elle voit le ciel, les nuages, les oiseaux qui passent. Elle se demande si les bébés sont devenus des oiseaux. Puis elle chasse cette pensée. Stupide. La maladie progresse. Dagmar maigrit. S'affaiblit. Tousse du sang. Les infirmières la soignent. Sans lui parler. Elles font leur travail. Rien de plus. Début 1929. Dagmar ne se lève plus. Elle reste couchée. Le souffle court. Les yeux mi-clos. Parfois, elle murmure des choses incompréhensibles. Des noms, peut-être. Ou des prières. Personne ne sait. 6 mai 1929. Petit matin. Dagmar Johann Amalie Overbay. CETA. Elle a 42 ans. Aucune famille ne vient réclamer le corps. Elle est enterrée dans le cimetière de la prison. Une tombe anonyme. Sans pierre tombale. Sans nom. Juste un numéro. Les journaux publient. Un entrefilet. Dagmar Overbay morte en prison. Quelques lignes. Rien de plus. Le pays l'a déjà oublié. Ou veut l'oublier. 6 mai 1929. L'aube se lève sur Copenhague. Dans l'infirmerie de la prison de l'Ouest, une femme cesse de respirer. Personne ne pleure. Les infirmières constatent le décès. Heure, 5h47. Cause, tuberculose. Elle note l'information. Dans un registre. Referme le livre. C'est tout. Le corps est lavé. Enveloppé dans un linceul blanc. Pas de veillée funèbre. Pas de prière. Pas de famille. Juste un numéro. Accroché au poignet. Détenu 4721. Le lendemain, on l'enterre. Cimetière de la prison. Une fosse commune. Pas de pierre tombale. Pas de croix. Pas de nom. 3 prisonniers creusent le trou. Le cercueil descend. La terre retombe. Voilà. Dans les journaux, un petit article. Page 8. Entre une annonce de chaussures en solde et un fait divers mineur. Dagmar Overbay, tueuse en série, décédée en prison. Copenhague l'a condamnée. Dagmar Overbay, reconnue coupable du meurtre de 9 enfants en 1921,
est décédée hier matin. Des suites de la tuberculose. Elle avait 42 ans. Rien de plus. Le Danemark tourne la page. On ne veut plus entendre parler d'elle. On veut oublier qu'une telle femme a existé. On veut oublier l'horreur de Vesterbro. Mais on n'oublie pas vraiment. Dans les années qui suivent, le nom de Dagmar Overbye devient une légende urbaine. Les mères d'Anroise menacent leurs enfants. Si tu n'es pas sage, Anglemagersken viendra te chercher. Les enfants tremblent. Sous les couvertures, le gouvernement danois adopte une nouvelle loi. La loi sur la protection de l'enfance. Elle impose supervision des familles d'accueil, registres obligatoires des placements, inspection régulière, création de foyers publics pour mères célibataires. Dans le préambule, on mentionne, sans la nommer, l'affaire qui a tout déclenché. Cette loi, écrit un parlementaire, garantit que plus jamais une femme comme celle-ci ne pourra opérer dans l'ombre. Mais il se trompe. Il y aura toujours des ombres. Les années passent. Les décennies. 1950. 1970. 1990. Le Danemark change. Les droits des femmes progressent. La contraception devient accessible. L'avortement est légalisé. Les mères célibataires ne sont plus ostracisées. Mais on se souvient encore de Dagmar. Au Politihistorisk Museum, le musée de l'histoire de la police, à Copenhague, une petite exposition lui est consacrée. Dans une vitrine, des photographies jaunies. Son visage, son appartement, le poêle, des fragments d'os, dans des boîtes transparentes, des vêtements de bébé, pliés avec soin. Les visiteurs s'arrêtent, lisent les panneaux, regardent les preuves. Certains sont fascinés, d'autres, horrifiés. Comment une personne peut-elle faire ça? Demande-t-il. Le musée n'a pas de réponse. Un auteur danois, Karen Sndergaard Jensen, publie un roman, Anglemagersken, une fiction, basée sur l'histoire vraie. Le livre devient un best-seller. Des pièces de théâtre sont créées. Une s'appelle Historien OM en mots, R, der. L'histoire d'une mère. Un jeu de mots. Mordé, meurtrier. Modé, mère. Un film sort en salle. The Girl with the Needle. Réalisé par Magnus von Horn. Sélection officielle du Danemark. Pour les Oscars. Le film ne raconte pas seulement l'histoire de Dagmar. Il raconte l'histoire des femmes qui n'avaient pas le choix. Dans le film, Dagmar n'est pas qu'un monstre, elle est aussi le produit d'une société cruelle. Les critiques débattent. On ne peut pas excuser ce qu'elle a fait, mais on peut essayer de comprendre pourquoi cela a pu arriver. Aujourd'hui, si vous allez à Copenhague, si vous marchez dans Vesterbro, vous ne verrez rien. L'immeuble d'Angavej 21 existe peut-être encore. Ou peut-être a-t-il été démoli. Personne ne se souvient exactement où il était. Mais parfois, les gens âgés racontent l'histoire. Ma grand-mère disait qu'elle connaissait quelqu'un qui avait connu Dagmar Overbye. Elle disait que c'était une femme normale, polie, pieuse, que personne n'aurait imaginé. Et c'est peut-être la leçon la plus terrifiante, que le mal ne ressemble pas toujours au mal, qu'il peut avoir un visage ordinaire, un sourire doux, une voix rassurante. Dagmar Overbye a tué au moins 9 bébés, probablement 25, peut-être plus, on ne saura jamais le nombre exact. Elle l'a fait pendant 7 ans, sous les yeux de tous, et personne n'a vu, parce que personne ne voulait voir, parce que la société préférait ignorer les mères en détresse, parce qu'il était plus facile de croire aux mensonges. Aujourd'hui, dans le cimetière de la prison de l'Ouest, il ne reste rien. Pas de tombe, pas de pierre, pas de nom. Dagmar Overbye
a disparu, comme elle a vécu, dans le silence. Mais sa mémoire reste, dans les livres, dans les films, dans les musées, et dans la conscience collective, d'un pays, qui n'oublie pas, son plus grand monstre. La dernière flamme s'est éteinte, le 6 mai 1929. Dagmar Overbye est morte, seule, malade, oubliée. Mais les flammes qu'elle a allumées, entre 1913 et 1920, brûlent encore, dans la mémoire. 25 petites âmes, consumées, 25 vies, qui n'ont jamais eu la chance de commencer. Le feu a pris, le feu a brûlé, le feu s'est éteint, mais les cendres restent. Et dans les cendres, une question demeure, combien d'autres Dagmar existent encore, invisibles, dans l'ombre? Le berceau du silence ne se referme jamais vraiment. Il attend, quelque part, dans le noir,